Bon, alors bonjour tout le monde. Bienvenue à cette rencontre du Conseil d'administration. Comme c'est une rencontre spéciale, bien sûr, il y a un seul point à l'ordre du jour. Il y aura l'adoption du budget 2021-2022. Je vais d'emblée inviter Mme Morin à nous présenter les éléments du budget. Parfait, merci beaucoup, Mme Bolduc. Donc, pour fin de présentation, je vais partager mon écran. Ça va être beaucoup plus facile de compréhension et pour la suite aussi. Donc, vous dire d'entrée de jeu que hier s'est tenu un comité de vérification spécial sur le budget. Donc, nous avons discuté plus en détail là, des différents éléments qui composent le budget. Donc, aujourd'hui, je vais un petit peu plus haut niveau, mais sachez que le comité de vérification a siégé hier. Donc, je commence budget 21-22. Donc, je vais commencer avec la démarche effectuée et qu'on effectue déjà depuis plusieurs mois. Donc, nos travaux débutent toujours quelque part en décembre avec les gestionnaires, les analystes à la direction des finances, avec les directeurs. On valide notre structure de poste. Important de comprendre que on établit la structure de poste requis pour offrir les soins et services. Donc, on part de cette validation-là. Donc, on réajuste aux besoins les structures. On valide les ETC, comme on dit, les équivalents temps complet, les noms des personnes, etc. On fait l'annualisation des budgets de développement 2021 qu'on a reçus. Donc, dans l'avis d'inscription, vous avez quand même reçu une liste là, de développement annualisé de 2021 qui totalisait 8,8 millions, presque 8,9 millions. Ces budgets de développement-là ont été reçus en cours d'année 2021, mais pour lesquels on les a rajoutés et intégrés à partir du 1er avril 2021. On les a intégrés au budget. On valide aussi l'ensemble des natures de dépenses, les autres natures de dépenses. Par exemple, on va parler de la masse salariale notamment, mais on parle aussi là, des natures de dépenses, par exemple, fourniture médicale, énergie, entretien, médicaments, etc. Validation des statistiques, identification des demandes budgétaires additionnelles et de certains enjeux. Donc, on fait aussi une discussion et une évaluation de ça avec les gestionnaires. On poursuit nos travaux les mois suivants. J'ai fait une rencontre particulière aussi avec chacun des directeurs au mois d'avril. Et aujourd'hui, on vous dépose le budget 21-22 qui est un budget en équilibre. Le dépôt du budget, donc entre-temps, nous avons eu le dépôt du budget provincial au 25 mars 2021. Donc, le budget cette année, spécifiquement, ils veulent mettre l'emphase, ils veulent systématiser systématisation des cibles pour l'octroi de financement. C'est-à-dire que dans l'esprit du financement axé sur le patient, sur les trajectoires de soins et services, les investissements des dernières années étaient pour la plupart quand même associés à certaines cibles. Donc, atteinte de cibles au niveau de l'intensité de service, le nombre de TC, etc. Mais cette année, chaque développement sera associé et conditionnel à l'atteinte de cibles qui vont avoir été préalablement identifiées là, dans la lettre de réception de budget. Donc, c'est peut-être un peu ce qui est un petit peu différent que par les années passées. Aussi, lors du dépôt du budget provincial du 25 mars, on a fait mention d'investissements majeurs dans le réseau de la santé qui avoisinent les 1,8 milliard pour l'ensemble du réseau. Et on parle de 10 grands volets qui seront touchés par ces investissements-là. On parle notamment de pérenniser les gains structurants dans le réseau à la suite de la pandémie, de développer les activités en prévention et en promotion et les actions intersectorielles en santé publique au-delà des actions découlant de la pandémie. On veut améliorer l'accès et la qualité des soins et services en santé physique, appuyer le développement des activités et des services dans la trajectoire mère-enfant. On veut bonifier les soins et services aux personnes aînées et aux personnes proches aidantes. On poursuit aussi avec les 5 derniers éléments. Donc, on poursuit les travaux de renforcement des soins et des services pour les jeunes en difficulté, renforcement des soins et services en santé mentale et en itinérance, appuyer les personnes handicapées et leurs proches, renforcer l'appui aux organismes communautaires et aussi accélérer la transformation numérique en santé et services sociaux. À noter que ces investissements-là, on va les recevoir on aura les lettres de confirmation au cours des prochaines semaines, prochains mois. Et bien évidemment, dans le dépôt du budget, le ministère a demandé au réseau une mesure d'optimisation qui est évaluée à 116 millions pour le réseau de la santé dans sa totalité. Donc, une mesure d'optimisation qu'on va voir un petit peu plus tard. Lorsqu'on fait un budget aussi, on doit considérer certains éléments. Par exemple, on doit considérer le nombre de jours ouvrables, donc 261 jours ouvrables. Le nombre de jours calendrier est important aussi parce que on est une organisation
qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, 7 jours sur 7. Donc, on doit aussi prévoir du personnel. Donc, le nombre de jours calendrier est important, de même que le nombre de congés fériés. Mesures d'optimisation non récurrentes 2021 qui vont être réintégrées au budget. Donc, je vous explique. Lors du dépôt du budget de l'an dernier, nous avons dû effectuer des mesures non récurrentes, mesures d'optimisation non récurrentes, à la hauteur de 7,3 millions, ce qui nous permettait d'équilibrer le budget. Quand on parle souvent de mesures non récurrentes, on va chercher, par exemple, les banques d'heures, des postes vacants, mais qui sont dépourvus de titulaires, mais sur une base très temporaire, par exemple, le congé de maternité qu'on peut remplacer, ou juste postes vacants qu'on a affichés, mais qui demeurent vacants après le premier affichage. Donc, ça nous génère certaines économies aussi au niveau des autres dépenses. Donc, on a identifié certaines mesures non récurrentes l'an passé qu'on a réintégrées au budget parce qu'on recommence un budget, comme on dit, à base zéro avec les structures de postes requises. On a aussi retiré tous les projets non récurrents en 2021. Donc, c'était des projets qui avaient été identifiés par les directions qu'on voulait mettre de l'avant pour l'année financière qui est terminée au 31 mars 2021. Ces projets-là étant terminés, on a retiré ces projets-là de la base budgétaire, bien évidemment. Annualisation des budgets de développement annoncés en 2021, je vous en ai parlé un petit peu plus tôt. Donc, on a intégré l'annualisation de ces budgets-là et on les a considérés au 1er avril comme faisant partie de notre base budgétaire. Les demandes budgétaires 21-22, ne sont pas incluses au budget. Habituellement, c'est un peu la façon de faire. On regarde s'il y a des éléments vraiment particuliers, on les prend en note et on voit en cours d'année comment on peut combler ou non ces demandes-là. Certaines dépenses sont rattachées à un revenu reporté aussi spécifique. Un revenu reporté, c'est un revenu qu'on a reçu pour des projets très, très précis. Parfois, le projet s'échelonne sur plus d'un an, donc peut être reporté l'année suivante. Et on considère et le revenu reporté comme financement du projet et la dépense associée à ce projet-là. Donc, c'est inclus au budget, puis ça n'a aucun impact sur le résultat puisqu'on a la dépense et le revenu. On prévoit aussi un déficit de 5 225 894 $ qui est observé au niveau des médicaments onéreux. Donc, le ministère demande, tout comme l'an dernier, d'avoir l'évaluation la plus juste et fiable possible du coût des médicaments onéreux projetés au 31 mars 2022. Donc, l'évaluation a été faite par les personnes responsables au niveau des médicaments, donc le chef pharmacien. Avec mon équipe, on a fait l'évaluation en tenant compte aussi d'une indexation associée là, au niveau des médicaments et on arrive avec un écart de 5 225 000 qui va sortir en déficit et qui sera comblé par la suite par un revenu additionnel. Donc, on va voir un peu comment on le présente là, dans le RR 446. Le RR 446 étant le rapport officiel. En fait, le ministère demande d'avoir vraiment cette identification-là pour avoir une information vraiment provinciale sur le coût global des médicaments. Vous dire que l'an passé, on était autour de 5,1 millions et on a reçu le financement pour le déficit annoncé au début de l'année. Donc, c'est seulement qu'une question là, de pouvoir confirmer en cours d'année l'écart associé aux médicaments. Je poursuis. Donc, au niveau des faits saillants aussi, le ministère a revu les paramètres du financement axé sur le patient, le FAP, en radio-oncologie. Donc, on est financé à l'activité dans certains programmes, dont la radio-oncologie, et depuis quelques temps quand même, on faisait certaines représentations auprès du ministère afin de faire reconnaître notre réalité régionale. C'est-à-dire que comme on est en région, les coûts de contrat de service, les coûts et frais d'entretien sont supérieurs à par exemple, les coûts de contrat dans les grands centres, ce qui faisait en sorte qu'on était désavantagés comme région par rapport à la méthodologie utilisée par le ministère pour le financement en radio-oncologie. Cette année, ils ont revu les paramètres et c'est une nouvelle positive pour notre organisation. Ça nous avantage. L'estimation faite actuellement est autour de 150 000 $ de revenus additionnels avec cette nouvelle méthodologie-là, puisqu'on vient prendre en considération l'aspect régional au niveau des contrats de service et contrats d'entreprise. Je vous ai parlé un petit peu plus tôt de la cible d'optimisation qui est demandée au réseau par le ministère de l'ordre de 116 millions
Pour notre organisation, ça représente 2,4 millions de cibles d'optimisation réparties en 4 volets. Donc, nous avons le volet ressources humaines qui est principalement associé à la main-d'œuvre indépendante et le temps supplémentaire dans la majeure partie, et un petit peu aussi au niveau de l'assurance salaire. L'objectif avec cette mesure-là, c'est de diminuer les coûts de main-d'œuvre indépendante, bien évidemment, et le temps supplémentaire. Pour nous, dans notre budget actuellement, on a déjà considéré une légère baisse de budget au niveau du temps supplémentaire. Au niveau de la santé physique, on parle principalement ici d'amélioration de performance. Donc, c'est un secteur qu'on va devoir regarder au courant de la prochaine année pour voir comment on est capable d'identifier des mesures récurrentes en lien spécifiquement avec cette cible-là qui vient de nous être donnée par le ministère. Le troisième élément concerne la réorganisation liée à la pandémie. On parle principalement de tous les autres services autres que la santé physique. Et on mentionne spécifiquement qu'on nous demande de nous organiser un peu différemment puis d'aller chercher l'utilisation le plus possible des technologies de l'information. Par exemple, l'exemple qu'ils nous ont donné, c'est la télésanté. Donc, à ce niveau-là, dans le budget actuel, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu récupérer une petite portion, donc à peu près 100 000 $ sur les frais de déplacement. Mais là aussi, ça sera à regarder en cours d'année pour trouver des mesures récurrentes pour ce volet-là. Et télétravail, spécifiquement, on est sur la diminution des frais de déplacement, tant au niveau des cadres qu'au niveau des gestionnaires. On sait que dans la dernière année, on a eu une nette diminution des frais de déplacement associés au télétravail. Donc, cette année, on est venu récupérer dans le présent budget 437 900 directement dans les frais de déplacement qu'on a ventilés à travers l'ensemble de nos directions. Je poursuis avec les faits saillants, donc les différents paramètres budgétaires qui nous ont été donnés lors de notre réception du budget, c'est-à-dire indexation globale de 0,86 % à l'intérieur de ça, on a une portion masse salariale, taux d'indexation des autres dépenses 1,6 %, indexation des rétributions RIRTF 0,42 %, indexation appliquée aux différents revenus en CHSLD RIRTF de 0,811 %, indexation des ventes et services de recouvrement 0,86 et indexation des organismes communautaires 1,6. Donc, vous dire que ces indexations-là ont été intégrées au budget tant en dépenses qu'en revenus. Les autres éléments considérés au budget, donc on parle de la projection du dépassement au niveau des médicaments onéreux, on en a parlé tantôt. Indexation de 5 millions pour la masse salariale et les autres dépenses. Donc, ça se sépare de cette façon-là. 2,3 millions reçus en indexation pour la masse salariale qui est intégrée à la masse salariale dans la dépense, donc au budget. Et dans les autres dépenses, 2,7 millions d'indexation reçues au niveau des autres dépenses. Et une nouvelle qui est vraiment super intéressante à ce niveau-ci, c'est qu'on a pu réinjecter la totalité du 2,7 millions dans les autres dépenses, dans les autres natures de dépenses pour diminuer nos zones de fragilité qu'on connaissait antérieurement. Parfois, ça arrivait souvent qu'on gardait un petit montant d'indexation pour pouvoir nous aider dans l'équilibre budgétaire, mais cette année, on a pu intégrer la majorité, en fait, la totalité d'indexation reçue, ce qui est une très, très bonne nouvelle aussi. Pour pouvoir arriver à déposer un budget en équilibre, on a parlé de mesures d'économie récurrentes et non récurrentes qui ont été identifiées par les directions pour un montant de 13,6 millions. On fait le lien aussi avec le montant de cible de 2,4 millions demandé par le ministère, donc ils sont intégrés à l'intérieur de ça. Les mesures d'optimisation ou les mesures d'économie récurrentes et non récurrentes, ce sont des économies qu'on peut retrouver, par exemple, au niveau des autres dépenses. Parfois, on en voit au niveau de la délocation. On a fait des projets d'économie par rapport aux locations, des projets d'économie d'énergie aussi au niveau de l'énergie, différentes économies qu'on peut retrouver ailleurs au niveau des autres dépenses, mais aussi des économies au niveau de la masse salariale, par exemple, des banques d'heures non utilisées qu'on peut venir récupérer sur une base non récurrente, des postes temporairement dépourvus titulaires. Même après affichage, on affiche tous nos postes. Par contre, on a tout de même la difficulté de recruter certains types d'emplois. Donc, le poste demeure vacant pour une courte période qui génère tout de même certaines économies. Donc, nous avons anticipé certaines économies à cet effet-là
pour pouvoir arriver, déposer un budget, puis on en arrive à 13,6 millions de mesures récurrentes et non récurrentes. Et on utilise 5,49, presque 5,5 millions en revenus reportés pour des projets non récurrents et des projets qui vont soutenir l'organisation. Je poursuis au niveau des faits saillants. Donc, les autres éléments non inclus au budget, ce sont tous nos coûts COVID. On sait que pour la prochaine année, ce sera la même façon de faire qu'on a fait en 2021. Les coûts COVID, on va fonctionner par reddition de compte et on aura une reddition de compte à faire périodiquement. Et le financement qui va en découler va être ajusté au fur et à mesure de l'avancement de l'année financière. Nous n'avons pas non plus inclus les éléments, les développements en lien avec les CHSLD, beaucoup liés avec la pandémie, donc les gestionnaires qui ont été rajoutés au niveau des CHSLD, les préposés aux bénéficiaires, les agentes administratives. Même chose au niveau de l'ajout de personnel en santé publique et en prévention et contrôle des infections. Présentement, le ministère nous demande d'inscrire ces coûts-là dans les coûts COVID, donc dans les redditions de compte que l'on fera en 2021-2022. On devrait recevoir au cours des prochaines semaines ou prochains mois des confirmations du traitement de ces développements-là et de voir comment on va ramener les dépenses dans notre organisation, donc dans le budget de l'organisation. Ça sera à suivre. Projet de gestion de la désuétude technologique, je l'amène pour un élément. Donc, c'est un projet qui va coûter pour la prochaine année 4,5 millions. Nous avons 1,9 millions qui est déjà identifié et inclus au budget. Par contre, le 2,6 millions, c'est l'autorisation d'utilisation de solde de fonds que vous nous avez donné en avril dernier, utilisation de solde de fonds d'exploitation pour pouvoir aller de l'avant dans ce projet-là. Donc, ce 2,6 millions-là n'est pas inclus dans notre budget, mais il est par contre réservé pour le financement. Donc, ça ne créera pas d'écart en soi. Donc, maintenant, au niveau du budget 21-22, on va passer plus à la partie chiffres. Comme on dit, je vais aller à la fin de cette présentation-là, à la fin des chiffres, je vais aller vous montrer dans le RR 446 où on retrouve ces informations-là. Dans le fond, la majorité des chiffres que vous retrouvez pour la suite de la présentation se retrouvent à la page sommaire du document RR 446 que j'irai voir avec vous dans les prochaines minutes. Donc, nous faisons adopter un budget en équilibre, donc dans les deux fonds, équilibre au fonds combiné, fonds d'exploitation et fonds d'immobilisation. Nous avons un revenu total de 821 558 065 pour des dépenses globales de 826 783 959. Vous voyez le déficit ici de 5 225 894. C'est un déficit qui est occasionné par les médicaments onéreux, dont le financement est actuellement examiné par le ministère. Nous devrions recevoir le financement, tout comme l'an dernier, nous l'avons reçu. C'est vraiment une question de présentation. Le ministère va avoir l'information globale pour le réseau. Nous l'avons inscrit en mesure de redressement sans plan d'équilibre budgétaire. C'est vraiment juste une question de présentation. Et vous avez le total en exploitation de 570 000 de surplus pour un déficit en immobilisation de 570 000, d'où un équilibre budgétaire. Dans les pages suivantes, on va aller un petit peu plus. Il y a quelques points en détail sur les grandes sections, les grandes têtes de chapitre. Au niveau des revenus, nous avons 780. Ici, je parle vraiment seulement du fonds d'exploitation, donc on ne parlera pas nécessairement du fonds d'immobilisation. Donc, les pages suivantes, c'est le fonds d'exploitation. Le fonds d'exploitation, c'est notre courant. C'est ce qui nous permet de rendre les soins et services à la population. C'est le budget associé à tous les services qu'on offre. Ça fait partie du fonds d'exploitation. Donc, nous avons des revenus pour 782 260 000. Les subventions du ministère, donc 724 millions. Contribution des usagers, principalement les adultes hébergés en CHSLD, RI, FTF, donc ressources intermédiaires, ressources familiales, donc pour 43 millions. Vente de services, recouvrement, nous avons notamment les ventes au niveau des revenus de cafétéria, notamment. Et les autres revenus pour 10 millions, nous avons les revenus d'activités accessoires, nous avons santé en milieu de travail, les subventions d'Hydro-Québec pour les projets d'économie d'énergie dont je vous parlais tantôt, revenus de stage, les revenus de recherche se retrouvent sur la rubrique « Autres revenus ». Vous voyez bien évidemment que nous sommes financés à 92 % par le ministère.
et nous avons contribution des usagers et autres là, pour les 8 restants. Maintenant, au niveau de la masse salariale, nous avons 501 millions, presque 502 millions de masse salariale. Donc, dans les salaires, ce sont les salaires de nos employés, des gestionnaires, le temps supplémentaire qui est fait, la main-d'œuvre indépendante, les primes associées. Tout ça, toutes ces natures-là rentrent dans le libellé salaire. Au niveau des avantages sociaux généraux, vacances, maladies, fériés, nous en avons pour près de 69 millions. Avantages sociaux particuliers, les postes majeurs, on retrouve l'assignation temporaire, l'assurance salaire, la formation, l'orientation, etc. Donc, on en a pour tout près de 26 millions et les charges sociales, 57 millions. Le total de la masse salariale donne 501 millions. Pour les autres dépenses, en fait, on a un total d'autres dépenses de 285 millions. Donc, les médicaments qui ont été rehaussés et indexés pour un montant de 26 millions. Donc, les médicaments qui ont été ajustés là, pour tenir compte du 5 millions des médicaments projetés au 31 mars 2022. Fourniture médicale et chirurgicale, 24 millions. Distribution versée au RIRTF, donc au niveau de à peu près 53 millions, ce sont nos dépenses associées à ça. Les loyers, 7 millions et les autres charges. Puis pour les autres charges à 172 millions, on a une autre page qui donne un petit peu plus d'explications. La voici. Donc, rapidement, produits sanguins. Vous dire que les produits sanguins, les organismes communautaires et les services préhospitaliers d'urgence, les trois donnent un petit peu plus de 70 millions. En fait, ça n'aura jamais d'impact sur le résultat de l'organisation puisqu'on reçoit l'argent du ministère, mais on le redonne aussi à ces organismes-là. Donc, tout le temps, dans le courant de l'année, ces éléments-là n'entraîneront pas ni de surplus ni de gain pour l'organisation. Nous avons, je remonte un petit peu plus haut ici, les denrées alimentaires. Au niveau de l'entretien et réparation, on est tant au niveau des équipements que de l'entretien et réparation des immeubles. Les déplacements des usagers, on peut avoir par exemple les collectifs, les transports ambulanciers inter-établissements. Les services achetés, principalement, c'est pour rendre effectivement des services à la population, mais on les retrouve surtout au niveau du secteur personnes âgées. Matériel de laboratoire, 9 millions. Frais de déplacement et frais de transport. Frais de déplacement, on est au niveau des déplacements de nos employés, donc gestionnaires et employés. Et les frais de transport, c'est les frais de transport de matière qu'on retrouve ici. Par exemple, des colis qu'on doit rendre d'un endroit à l'autre, les transporteurs qu'on utilise, par exemple, ça peut être des taxis comme encore Dicom et autres. On retrouve ces dépenses-là sous cette rubrique-là. Les contrats de service dans les différentes directions, ils font partie des contrats de service qu'on en a pour 9 millions, un peu plus. Les allocations directes, c'est par exemple chèque emploi-service qu'on peut utiliser pour notamment la direction SAPA ou encore la direction de la LDI TSADP. Les honoraires professionnels et fournitures d'imagerie médicale. Puis, on a plein d'autres petites natures de dépenses qui totalisent 28 millions. Si on regarde rapidement finalement le graphique, on s'aperçoit que la masse salariale représente 65 % de nos dépenses, ce qui est quand même important comme coût. Au niveau des zones à risque, nous avons des zones à risque qui évoluent dans le temps. Donc, cette année, principalement celles qu'on a relatées ou relevées, on parle des allocations directes, on a peut-être une petite zone à risque, les rétributions, les contrats de service en ressources informationnelles. C'est vraiment au cours de la dernière année que ces coûts-là ont augmenté de façon considérable par rapport au nombre de licences supplémentaires que l'on a, tous les outils de collaboration avec le télétravail offerts, en sorte aussi qu'on a augmenté les coûts. Les contrats, les licences Windows et autres. Donc, c'est peut-être une zone à risque qui est nouvelle depuis 2021. Assignation temporaire, assurance salaire, on se maintient toujours là, à chaque année là, autour de 2 millions de zones à risque. Nous en avons à peu près pour 4,8 millions. L'an passé, on était tout près de 6 millions, mais les natures étaient un peu différentes. Donc, on avait notamment les fournitures de laboratoire cette année. On a réajusté à cet effet-là.
On avait les honoraires professionnels, les frais de transport aussi, où on a eu certains réajustements. Les prochaines étapes, bien évidemment, on a eu une rencontre hier du comité de vérification, donc pour l'explication vraiment plus détaillée de l'information que je viens de vous présenter. Aujourd'hui, conseil d'administration spécial pour adopter le budget et transmission au plus tard le 28 mai, c'est-à-dire demain, transmission du document RR 446. Et bien évidemment, tout au long de l'année, nous allons faire un suivi budgétaire périodique rigoureux en regard de nos coûts d'organisation, nos coûts réguliers, mais aussi par rapport aux coûts COVID. Si vous le permettez, j'irai plus vous présenter le RR 446 et je reviendrai avec certaines questions. Donc, c'est un document qui est vraiment format prescrit ministère. Donc, les chiffres qu'on vous présente qui sont ici, les chiffres qu'on vous présente se retrouvent en fonction de certaines présentations comptables demandées par le ministère. Vous constatez dans cette page-là, puis même dans le document, qu'il n'y a pas de réel au 31 mars 2021. Donc, le ministère a émis une circulaire, la 2021-003, qui nous demandait de ne pas nécessairement inclure ou que les données réelles au 31 mars 2021 n'étaient pas requises compte tenu que nous sommes en travaux de fin d'année. Donc, les montants ou les chiffres sont en cours d'audit par nos vérificateurs externes. Donc, vous n'avez pas de réel. Et il y a par contre certaines pages spécifiques que le ministère a demandées, elles sont complétées. Donc, vous voyez ici à la ligne 1, colonne 2, la subvention totale du ministère à 724 361 000. Les ventes de services et les recouvrements, contributions des usagers, ce sont les chiffres que vous avez vus aussi dans la présentation. Et le budget total, le revenu total de notre organisation en termes d'activité d'exploitation, 782 260 se retrouve ici. Au niveau de l'immobilisation, tantôt dans la page sommaire, nous avions 39 298 pour un total de budget exploitation et immobilisation de 821 558. Si je vais un petit peu plus bas, donc dans la présentation que je viens tout juste de faire, nous retrouvons les salaires et charges sociales pour 501 millions, les médicaments pour 26 millions, produits sanguins, donc 14 millions, fournitures médicales, 24 millions, les rétributions à presque 54 millions, donc on retrouve quand même plusieurs montants. On arrive ici au total des charges à 786 915 571 et le 39 868 388 en immobilisation qu'on a vu dans ma page de présentation sommaire. Un total de dépenses pour 826 millions. Et là, vous retrouvez le déficit de 5 225 000. Et le ministère nous demande d'inscrire une mesure de redressement de 5 228 000 pour nous arriver ici à un équilibre budgétaire des deux fonds. On a une note qui explique à la fin du document la mesure de redressement qui est liée en totalité vraiment aux médicaments, au coût des médicaments onéreux qui a été estimé. Alors, je ne vais pas plus loin dans le rapport RR 446. On a eu de l'information, on a fait un tour de roue un petit peu plus long hier en comité de vérification. Seulement vous mentionnez dans ce budget-là que oui, nous avons des zones de fragilité. On connaît nos zones de fragilité, on vous les a nommées. On n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Par contre, ce qu'on a réussi à faire, c'est de diminuer nos zones à risque qu'on avait l'an passé. On a réussi à consolider certains taux horaires, certaines natures de dépenses, donc tant au niveau de la masse salariale que des autres dépenses, ce qui est vraiment intéressant aussi. On dépose bien évidemment un budget en équilibre tel que le requiert la loi et le budget qu'on dépose n'a aucun impact non plus sur les soins et services offerts à la population. Écoutez, l'ordre du jour ayant été épuisé, ceci met fin à la rencontre d'aujourd'hui. Je vous remercie infiniment de vous être disponibilisé pour ce point si important là, dans des délais aussi rapprochés que ceux qu'on a eu à vivre avec ça. Donc, merci beaucoup pour votre présence. Je vous souhaite une excellente suite de semaine et au plaisir de vous revoir bientôt.